sexy pop. They're coming to get you, Barbara. Johnny, stop it! You're acting like a child! Salut les survivants, Zombie or not zombie, that is the question. Votre programme culturel sur la culture Z est de retour sur ondes courtes ou ce qui reste de bande passante d'internet. Vous n'avez plus de nouvelles du bunker présidentiel, mais nous, on est encore là, on vous lâche pas. Enfin, tant que nos réserves de pâté waf waf, de tuc et de banga tiennent. Hein. Votre hôte, Mad Danny, Podcastou, mon troll ingénieur du son, qui normalement produit cette émission, mais qui présentement, au moment où je vous parle, est en train de pédaler pour alimenter justement le programme. Allez, Podcastou, ouais, vous aussi, vous pouvez encourager... Vas-y, pédale. Allez, encore un peu d'effort, et en plus, on pourra manger chaud tout à l'heure. Ne paniquez pas. Vous l'avez entendu, et c'est notre nouveau membre d'équipe. Je vous présente Bob. Oui, en dehors d'avoir un nom palindromique et sympathique, c'est un beau spécimen de 2 mètres de haut, plutôt frais. Hein, mon grand? Ça faisait quoi? 6 mois que t'avais la tête coincée dans un trou de palissade en bas, là? Ah oui. Et on a remarqué qu'il avait gratté 3 lettres avec ce qui lui restait d'ongles. B-U-B. Ça veut peut-être dire SOS en zombie, je sais pas. Bon, les présentations sont faites, on aura des invités qui passeront faire coucou, bien sûr. C'est parti pour notre petit tour dans la culture Z. On ira du côté des séries en 2020 et 2008. On passera de la bonne musique. Qu'est-ce que de quoi qu'on va parler aussi? Oui, avant tout ça, je vais vous parler d'appropriation culturelle. Qu'est-ce qui lui prend au Dany? On n'est pas sur France Culture, vous êtes en train de vous dire? Non, je n'ai pas le petit doigt en l'air, mes petits chatons. Dédicace à Benjamin de SF Theory. Tu t'es bien planté en 2020, hein? Les chats, c'est des sacrés survivors. J'en ai même un gang dans le quartier. On les appelle les catastrophes. Ils ont croqué tous les kleps. Et j'en ai jamais vu un se faire boulotter par un marcheur. C'est des malins. Et mon chat double clic, d'ailleurs, il est parti avec cette bande. Quoi. Bon, ça me fait une bouche de moins à nourrir. Donc, alors, le débat. Non, c'est pas un débat, je suis tout seul. Oui, Podcastou, mais bon, va débattre avec un troll. Le phénomène culturel zombie est-il de l'appropriation culturelle? Déjà, c'est quoi ça? L'appropriation culturelle, c'est lorsqu'un emprunt entre les cultures s'inscrit dans un contexte de domination. Voilà, c'est le sociologue Éric Fassin qui nous expose ce concept qui serait né dans les années 90. Je le cite. L'expression apparaît d'abord en anglais à la fin du XXe siècle dans le domaine artistique pour parler de colonialisme culturel. Au début des années 90, la critique Bell Hooks, figure importante du black feminism, développe par exemple ce concept qu'elle résume d'une métaphore, entre guillemets, manger l'autre. Ça vous rappelle quelque chose? Bob, arrête, t'as même plus de système digestif. C'est une approche intersectionnelle qui articule les dimensions raciales et sexuelles interprétées dans le cadre d'une exploitation capitaliste. Oui, alors, si on remonte aux origines de l'idée de zombie, je citerai là à la fois Wikipédia et l'essai de Maxime Coulombe, qui m'ont servi à rédiger ce petit article, cette petite chronique. Alors, il est commun de prêter l'origine au vaudou haïtien du mot zombie, et de l'idée même de zombie. Certains dépositaires de secrets ancestraux auraient la recette d'une poudre qui suspendrait provisoirement les fonctions vitales d'une personne pour simuler son trépas. Puis, en l'exhumant et après réanimation avec un autre composé chimique, on pourrait asservir la volonté de la personne qui serait à présent plus un esclave afin de le faire travailler. C'est ce que j'essaye de faire avec Bob. Ouais, on essaye de le dresser pour aller chercher de la nourriture à notre place. Donc, le zombie haïtien n'est pas un mort-vivant à proprement parler. C'est l'infortuné esclave d'un détenteur de savoir très décrié par cette religion vaudou.
Mais c'est un mal nécessaire pour porter l'effroi chez les vrais exploiteurs, les colons. C'est donc déjà un outil de revanche. On trouve des références antérieures dans toute l'Afrique dont est issue cette religion suivie par les esclaves caribéens. Des individus hagards et inquiétants au Congo étaient appelés Mvumbi. Le Nvumbi d'Angola désigne des individus qui errent sans âme. Oui, ça pourrait être de ça. Plus proche et aussi plus mimi, le Zambibi, qu'on connaît au Ghana, au Togo et au Bénin, qui préfigure nos marcheurs. À remarquer que dans le monde d'avant, on aurait pu appeler ça la sortie des bars, un samedi soir ou un dimanche au petit matin. On peut se demander, selon une certaine logique, si l'utilisation littéralement industrielle du zombie ne serait pas donc une appropriation culturelle. Tout a commencé dans ce sens avec le film White Zombie en 1932. Pas de sorcier noir aux manettes, non, mais un maître vaudou blanc. Voilà, incarné par le légendaire Bela Lugosi. Sa victime éplorée, une belle blonde en détresse, aux yeux détourés de charbon pour tout maquillage zombiesque. Voilà. Bingo, on est en plein dedans, on est dans l'appropriation. Il est à noter que les États-Unis occupèrent Haïti de 1915 à 1934. On est dans cette période-là. Je ne saurais trop vous conseiller, plutôt 13 ans plus tard, le sublime vaudou I Walk with a Zombie. Reprenant la même trame, mais avec la patte expressionniste du français Jacques Tourneur, qui fit une belle carrière aux États-Unis, avec quelques incursions dans le cinéma de genre d'ailleurs, notamment pour Cat's People ou L'Homme Léopard. Mais si l'on ramène le stéréotype aux morts vivants ressuscités, ne peut-on aller plus loin du côté des profanateurs de sépultures et autres trafiquants de cadavres qui fournirent en matière première Mary Shelley et H.P. Lovecraft. Herbert West, le réanimateur de 1922, et son ancêtre, le docteur Frankenstein en 1818, furent les premiers à tenter d'ouvrir les portes de l'au-delà sans s'inspirer des apports culturels de lointaines régions africaines. L'Occident a aussi ses traditions de ghoul en tout genre. Bon, souvent on pense aux revenants sous la forme traditionnelle du fantôme, mais le mort revanchard peuple nos peurs depuis longtemps, jusqu'à l'Antiquité où les Grecs et les Romains craignaient des réanimés squelettiques vêtus de robes noires qui se baladaient tranquillement dans les cimetières. D'ailleurs, quelqu'un a des nouvelles de Lazare de Béthanie ? Moi, je ne sais pas. Lazare! Lève-toi! Le Moyen-Âge occidental a aussi ses histoires de hordes de morts-vivants vindicatifs. Et on a retrouvé des dépouilles démembrées par précaution sûrement dans des cimetières du XIe au XVe siècle en Angleterre. La peur du mort-vivant au Moyen-Âge. Il faut dire que la peste et la lèpre, assez courantes dans ces périodes, a les apparences d'apocalypse, et les historiens ont noté la même connotation de revanche des paysans qui craignent moins les morts errants que les puissants. D'ailleurs, sont devenus célèbres les motifs dessinés et sculptés représentant la danse macabre, ou une tripotée de revenants qui exhibent avec une joie mauvaise leurs os et restes de chair putréfiés, entraînent dans une sarabande les potentats et notables pour leur rappeler l'innocuité de leur vanité face à l'inéluctable trépas qui les attend. T'as vu Podcastou ? Je parle bien, hein ? Ah, c'est moi qui ai écrit ça, c'est moi. Donc il les rappelle à plus d'humilité. On les trouve jusque sur les murs d'édifices religieux au XVe et XVIe siècle. Donc il n'y a pas qu'en Afrique que les défunts se redresse. On notera aussi en Chine, bien plus loin, dans le folklore taoïste, des déséquilibres feng shui qui empêchent les dépouilles de trouver le repos, voire les conduisent à venir importuner les vivants. Certains prêtres au XVIIIe siècle prétendaient même pouvoir contrôler les réanimés pour les escorter jusqu'à une autre dernière demeure plus appropriée à leur repos. Ces marcheurs étaient appelés jiangshi. Mieux encore et plus proche du canon moderne, les drogars islandais. Ceux qui marchent après la mort. De pauvres hères qui, contraints de manger le corps de leurs compagnons de combat, faute d'autre chose à croûter, et qui remettent le couvert après leur décès. Enfin, avez-vous entendu parler d'une maladie qui pourrait matérialiser nos peurs, voire avoir créé les légendes des 3 plus grands monstres des films hollywoodiens ? La porphyrie. Une maladie génétique ou induite par l'exposition à de métaux lourds, qui est rare, heureusement, et qui a été observée au cours des siècles. Certains de ces symptômes sont l'hirsutisme ou hypertrichose, qui fait, entre autres joyeuseté, pousser une pilosité abondante et donne un air de loup-garou. D'autres symptômes vont faire fuir le soleil à ces pauvres malades, et la lumière leur abîme d'ailleurs les muqueuses au point de révéler leurs dents, d'abîmer la peau, faire rougir les yeux, et vous faire finalement ressembler à une créature assoiffée de sang ou à un cadavre ambulant. C'est encore l'objet de controverses, mais admettons,
n'aurait-on pas là la source des histoires de vampires, de morts-vivants ou de lycanthropes? Ce qui nous amène en 1964 aux premières scènes du film The Last Man on Earth, avec Vincent Price, où l'on voit des infectés aux traits cadavériques tenter de le saisir maladroitement pour lui soutirer un peu de force vitale. C'est une des premières adaptations du roman de Richard Matheson, Je suis une légende, qui traite de la fin de l'humanité au profit d'une autre évolution de l'espèce suite à une pandémie. On retrouve cette imagerie du début du film dans le légendaire Nuit des morts-vivants, Night of the Flesh Eaters, de George Romero 4 ans plus tard, et qui est considéré comme le patient zéro du phénomène Z. Ils peuvent venir te chercher, Barbara. Je t'en prie, tu es idiot. Ils vont venir te chercher, Barbara. Oh, je t'en prie, tu es aussi idiot qu'un gamin. C'est pour toi qu'ils viennent. Regarde, en voilà un qui vient vers nous. Pour l'appropriation culturelle, il faudra attendre la suite de ce film en 78, qui sera titré en Europe seulement du mot zombie, peut-être par envie d'exotisme du distributeur italien. Le mot est donc installé, mais pas partout. Dans le plus récent Walking Dead, ou même le film 28 jours plus tard, on ne parle pas de zombies, mais de marcheurs, de rôdeurs ou d'infectés. Après tout, on est loin de l'esclave vaudou. Alors, récupération colonialiste? Un peu, c'est vrai, mais pas tant. L'apocalypse zombie, au final, est brandi comme une revanche des laissés-pour-compte qui sont peut-être en guenilles et la peau blême sur les os, mais beaucoup plus nombreux que les puissants et leurs milices. Le zombie est révolutionnaire. George Romero le montrera très clairement dans son 4e opus, The Land of the Dead, en 2005, que j'aime beaucoup d'ailleurs, un peu à contre-courant de tout le monde, mais bon, c'est les goûts et les couleurs. On y trouve des nantis réfugiés dans une tour qui, plusieurs années après l'apocalypse, continuent à vivre dans l'opulence, servis par un sous-prolétariat tenu de main de fer par une armée privée. En face, on trouve ni plus ni moins qu'un syndicalisme mort-vivant qui finit par suivre un leader, ancien pompiste, qui semble avoir, oui, comme toi, Bob, un peu de conscience. Vous ferez votre opinion. Pour ma part, le phénomène Living Dead est plus qu'un sous-genre. C'est une forme punk de contestation et on aura l'occasion d'ailleurs... Ah, tiens, Miss Taniguchi. Alors ce scoop, oui, chers auditeuristes, nous avons des scoops dans cette émission. Tiens la cassette. Je vous présente Miss Taniguchi, notre envoyée spéciale à roller qui slalom avec grâce entre les zombies. Arrête ton charabia, Dani. Allez, vas-y. Oui, bon, alors, elle seule connaît l'emplacement du laboratoire du professeur Yagourt. Elle est allée recueillir le fruit de ses dernières découvertes sur le problème qui nous occupe tous en ce moment. Podcastou, comment ça marche ton truc là? La cassette là, le machin là. Ah, merci, voilà. Écoutons le reportage de Miss Taniguchi. Bonjour, professeur Yagourt. On ne vous présente plus. Ah, mais si. Si vous saviez, quand on est dans l'élite de la recherche comme moi depuis si longtemps, on n'est pas assez mis en avant pour nos travaux qui sont activement récupérés par d'autres. Alors, faites, mon petit, présentez-moi. Et je m'appelle Yaourt, pas Yagourt. Vous êtes depuis bientôt 50 ans l'épidémiologiste, virologiste, expert pour le gouvernement dans de multiples occasions, notamment pour la Covid-19, 20, 21, 22 et pour le présent Apocalypse Z. Dites-nous, vous vous êtes très tôt penché sur la question zombie. Oh oui, même bien avant. Enfin, ce qui intéressera surtout vos auditeuristes, ce sont mes plus récentes découvertes. Après une expérimentation poussée sur 4 cobayes que monsieur Podcastou m'a bien gentiment confié, pas la peine de venir les récupérer d'ailleurs, ils ne sont plus exploitables. Je suis en mesure d'affirmer que que le phénomène n'est pas dû à un virus venant de l'espace, et plus particulièrement de Vénus. Le roster Tesla, qui est retombé sur Terre récemment, n'a donc pas ramené le fléau. Quelles sont les données de votre étude qui vous conduisent à cette conclusion? Ce serait trop compliqué pour vous, ma petite. Toutefois, je continue à rechercher la vraie cause. Venez me voir bientôt, très bientôt, mon petit. Et je pense être sur le point de découvrir l'origine. Pour cela, ça m'arrangerait si vous arriviez à retrouver mon beau-frère. Et pourquoi précisément votre beau-frère?
une intuition. Il pourrait être le patient zéro, qui sait. Merci, professeur, pour tout ce que vous faites. Vous êtes sans nul doute notre dernier espoir. Je vous en prie, c'est naturel, enfin, la façon de parler. Eh bien, merci pour rien, finalement, Miss Taniguchi. Voilà. Alors, vos 2 boîtes de ragoût toutou non périmées. Et revenez vite, hein. Ravi de faire affaire avec toi. Salut! Alors, un peu de culture après la science. La musique. Et pour cela, nous avons contacté Chris Yukigami, l'éminent membre de la Synth Squad, qui autrefois publiait de savoureuses recommandations musicales à travers leur blog et leur podcast, qui sont toujours disponibles, je crois, et qui à présent ont diversifié leur activité en proposant des nettoyages de quartier, utilisant la méthode du flûtiste de Hamelin. Pour un tribut plutôt raisonnable, un zombie égale une denrée consommable ou 4 piles AA, ils se proposent d'attirer vos traîneurs cannibales ailleurs et très loin, avec leur sound system blindé, roulant et amphibie diffusant de la synthwave à donf. Non seulement la sécurité vous sera rendue, mais en plus vous allez pouvoir faire la fête en même temps. Pas mal, non, hein? Bon, alors, trêve de promo, nous avons demandé à Chris de nous faire un commentaire comparatif de 2 bandes originales de films Z. Mon cher Danny, ce soir, je vais te parler de 2 thèmes de films d'horreur de l'univers des zombies ou assimilés. En effet, je vais avoir le plaisir de comparer le thème de Frayeur de Lucio Fulci et celui de 28 jours plus tard de Danny Boyle. On commence chronologiquement par l'Italie avec Frayeur, a.k.a. City of the Living Dead, a.k.a. Paura della città dei morti viventi, je ne parle pas du tout italien, de Lucio Fulci, réalisé en 1980, et qui est un film d'horreur démarrant par le suicide d'un prêtre dans le cimetière de Dunwich. C'est la rencontre des morts vivants et du mythe Lovecraftien. Una città maledetta, la città dei morti viventi, dove le porte dell'inferno si sono spalancate. Bisogna richiudere quelle porte dannate prima che sia troppo tardi. Et d'ailleurs, le film démarre dans la brume entre les tombes. Nous sommes dans l'occulte et l'horreur ésotérique. Les zombies ici sont des spectres, des créatures décomposées et pouvant autant attaquer physiquement que s'évaporer comme par magie. La musique a été composée par Fabio Frizzi, compagnon de longue date des films de Lucio Fulci depuis sa période western jusqu'à la trilogie des Portes de l'Enfer, en passant par ses films de serial killer. Car peut-on dire que l'Éventreur de New York est un giallo? Mais bon, ça c'est un autre débat. La musique de Frizzi se caractérise par ses litanies hypnotiques et ses recherches quasi archéologiques de l'histoire de la musique afin d'offrir une expérience aussi intemporelle qu'inoubliable. Le thème de Frayeur est un titre prenant avec une montée presque héroïque. On y entend des voix synthétiques qui peuvent être aussi bien des clameurs de zombies, tout comme cela peut être des chants de soldats. Et c'est justement ce rythme quasi militaire qui enchaîne. Ça sent la mission désespérée. On se sent prêt à partir à l'assaut d'une créature du mythe de Cthulhu, tout en sachant qu'on va se faire buter. On remarquera le rythme très marqué par cette ponctuation de percussion, qui n'est pas, d'ailleurs, sans rappeler la musique de Zombie 2, aussi connue sous le nom de Zombie Flesh Eater, autre composition de Frizzi.
De son côté, 28 jours plus tard est un film réalisé par Danny Boyle en 2002 qui raconte l'histoire d'un jeune homme se réveillant d'un coma après une apocalypse d'infectés. Ce ne sont pas des zombies, ce sont des infectés, c'est différent. Contaminant et tuant les bien portants, c'est cru, c'est sombre et ça se veut le plus rationnel possible. Le thème est de John Murphy, compositeur britannique qui a travaillé sur 3 films de Danny Boyle et qui fait dans le concret. Une de ses autres compos de films d'horreur, c'est la composition pour La dernière maison sur la gauche, le remake de l'horreur crue et tellement ancré dans le réel. Le thème principal de 28 jours plus tard dégage une angoisse qui va crescendo. On y sent une montée en puissance, on sent la violence, on sent la menace arriver. Pas du surnaturel mais du concret, trop concret. Et pourtant, on pourrait retrouver des similitudes avec l'intégrale de l'OST de Freyer avec ce début de piano. Oui, car l'OST de Freyer démarre en douceur pour devenir plus sombre. Les percussions ressemblent à des pas et on enchaîne sur du piano qui a osé quelques arythmies. De son côté, l'OST de 28 jours plus tard démarre, elle, sur un titre qui est composé de bruits blancs radiophoniques annonçant une catastrophe bien réelle, bien tangible. C'est une OST qui sera ponctuée de passages musicaux violents. D'un côté, nous avons l'OST de Freyer qui renvoie des peurs irrationnelles, avec à certains moments des nappes de synthé inquiétantes, des chœurs et des sons de flûte qui renvoient au temps ancien et ses raccords avec le thème Lovecraftien du film. L'OST de Murphy, elle, est comme son film avec des moments violents. Il n'y a pas de bizarrerie comme dans l'OST de Freyer. Dans l'OST de 28 jours plus tard, il y a une composition bien plus raccord avec le concept d'infecté, un concept plausible, raccord avec la cruelle réalité du métrage. Alors je ne sais pas si ça s'est entendu mon cher Danny, mais ma préférence va à la composition de Frizzi pour tout ce qu'elle a d'original, malgré le côté kitsch que lui trouvera certainement les nouvelles générations. Frizzi me fait plus rêver, la musique de Murphy, tout comme le film qui l'accompagne, m'angoisse par son côté trop premier degré. Sur ce, mon cher Danny, je vais te laisser et je vais aller écouter un autre chef-d'œuvre de Fabio Frizzi, l'OST de l'au-delà. À bientôt.
Merci la Cine Squad, et vous faites pas croquer, hein. Ah, ça fait du bien de se détendre, hein. Bon alors, pour les émissions à venir, nous parlerons également maquillage de survie, sport, cuisine, cinéma, et d'encore bien d'autres composantes de la culture Z. Mais avant de nous quitter, nous allons aborder le sujet série. Alors là, on a le choix, hein. En 2020 est sorti Reality Z, une production Netflix brésilienne, remake de la mini-série britannique Dead Set de 2008. Elle a été réalisée par Claudio Torres, qui prend les rênes de ce show sur les pas de Charlie Brooker et Annabelle Jones, dont on connaissait mieux le travail sur la désormais culte série Black Mirror. Les deux séries racontent le déclenchement d'une Apo Z en mode survitaminé et se focalisent sur le plateau de tournage d'une télé-réalité d'enfermement de style Love Story. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure. Aziz, 10 épisodes courts, denses et nerveux pour Reality Z qui rejoue parfois plan par plan son prédécesseur anglais. Avec des petites différences. On va pouvoir jouer à les noter. Quoique non, c'est pas une bonne idée, ça nous sortirait du récit. D'autant que Reality Z est plus longue, donc forcément contient plus d'éléments différents de la série Dead Set. La série britannique de 2008 était fort bien produite et la galerie des personnages luttant pour leur survie était plutôt bien composée. Mais bizarrement, malgré des épisodes aussi courts, le prime faisait 45 minutes mais les 4 autres 25, j'ai fini par me lasser. Sûrement à tort, je vois. Mais c'est un peu comme pour Black Mirror, j'ai eu le sentiment du high concept, de la super idée, et cette histoire de joueurs-acteurs de télé-réalité superficielle et de survivants cyniques d'une production de TV, dont on pourrait se moquer et qu'on aurait plaisir à voir se faire dévorer pour éviter que ce soit tout ce qui reste de l'humanité, et au passage égratigner à peu de frais la trash télé avec une morgue condescendante, m'a laissé un petit peu froid. Je reste convaincu que si l'on ne s'attache pas aux personnages et qu'on ne se préoccupe pas de leur survie, on ne peut pas apprécier le voyage. Il y avait de l'humour dans Dead Set, oui, très noir, subtil probablement, mais la série Reality Z dépasse ce postulat de base de supposé imbécile qui s'agite les bras en l'air. La qualité du show dans ses décors et les maquillages sont au rendez-vous. La galerie de personnages est plus étendue et plus nuancée. L'Olympe, le plateau de tournage, devient le personnage principal et le parallèle mythologique est amusant. Mais il faudra quand même dépasser les 2 premiers épisodes. Par contre, si vous pensiez voir les plages de Rio avec des gens traînant la patte, c'est un peu raté. J'ai bien aimé en tout cas écouter du brésilien, ça désarme un peu l'attention, c'est vrai. Agora. Boa noite, Brasil! Bem-vindos mais uma vez ao Olimpo! É hora do sacrifício. Você realmente espera que a gente acredite que tem um bando de gente morta andando por aí? Marcos, não! É? Alors Dead Set était dispo sur Amazon Prime en 2020 et son rejeton sur Netflix à la même date. Autant vous le dire, malgré donc le démarrage convenu, j'ai grandement préféré Reality Z. Et j'ai d'ailleurs assez apprécié quelque chose qui est souvent raté dans les films zombies, c'est le final qui nous est livré avec en bande-son l'élégiaque chanson de Joe Cocker, With a Little Help from My Friend. Danny, t'aurais pas un peu de stock là ? Parce que je suis à sec. J'en peux plus là. T'es à sec de quoi ? Tu veux du PQ ? Mais pas du PQ, à manger, à bouffer. Quelque chose, voilà, à mettre dans mon estomac quoi. Oh bah t'inquiète pas. Attends, je regarde. Pour toi. Attends, je ferai n'importe quoi. Attends, j'ai... Regarde, c'est bon ça, c'est du Sheba. Du Sheba. Du pâté pour chat, mais c'est le truc. Te méprends pas, hein, c'est pas pour te dire je t'aime, hein, c'est juste que c'est tout ce que j'ai là. Je sais que t'es gentil, mais quand même, j'ai pas une tranche de chat quoi. Bah oui, mais enfin dis donc, c'est bon, vaut mieux manger leur bouffe que de les bouffer eux-mêmes, les chats, ils sont sympas. Bon dis donc, t'es pas passé que pour ça, tiens, tu goûte-moi ça, fais-le réchauffer surtout, puis tu diras. Mais je suis en pleine émission, alors t'aurais peut-être quelque chose à dire à nos auditeuristes là, nos petits survivors là. On est Ah mais parce qu'on est sur écoute là, c'est... Ah ouais, on est en direct. Ça veut dire là. qu'ils ont entendu tout ce qu'on a dit juste avant ? Oui, mais attends, y a pas de secret entre nous, n'est-ce pas ? Oui, mais je suis pas tellement apprêté, tu vois, j'ai pas fait ma belle voix, j'étais un peu...
Enfin, je viens quand même de courir un semi-marathon devant chez toi. Il y a du monde autour de chez toi. Hein. Puis ils sont pas très sympas. Hein. Ouais, non. Alors, je vous précise, il habite au bout de la rue, mais il fait pas beaucoup d'exercice. Alors, pour lui, c'est un semi-marathon. Bon, bah tiens, tu vas nous raconter un peu ton premier contact avec la culture zombie. C'était quoi, la première fois que tu as vu un zombie? Alors, bon, je reprends un peu mon souffle parce que tu remues les tripes de mon cerveau, là. Parce que ça me rappelle des pas forcément pas trop très fort, bons. tripes et cerveau, pas trop fort, parce qu'il y a Bub à côté et ça va l'exciter. Ah, c'est ça. Ah, mais bon, ils sont basiques, hein. Enfin, moi aussi j'ai faim, donc ça tombe bien. Non, moi, c'était dans ma prime jeunesse. Je suis tombé, je pense, comme pas mal d'enfants, sur l'émission d'un zombie actuel qui s'appelle Michel. Michel Drucker, toujours vivant. Ah, très intéressant ça. Si tu sais où il est, je connais quelques chasseurs d'autographes de zombies. J'en parlerai dans une prochaine émission. Exactement, je suis sûr que c'en est un en plus, parce que tellement il nous survit celui-là. Enfin, en tout cas, c'est un peu de sa faute que je suis tombé sur et puis la faute un peu de mes parents aussi, il faut quand même le dire, que je suis tombé sur mes premiers zombies, qui n'étaient autres que Michael Jackson dans Thriller. Non. Et ouais, et il faut se rappeler qu'en 1983, alors je crois que tu avais retrouvé une date, hein, s'il me semble bien, dans ta super machine, il me semble que tu as trouvé une date précise. Ouais, j'y regarde dans mes annuaires, dans mes bouquins, parce que en 83, effectivement, en décembre, j'ai perdu la référence. J'ai perdu la référence. C'est pas grave. Mais c'était le soir en prime time. Exactement. C'était dans Champs-Élysées à l'époque, la grosse émission pseudo-culturelle, on va dire, mais en tout cas qui impactait c'était le samedi soir, si je me trompe pas. Et c'était la grand-messe de Michel Drucker qui nous présentait des artistes. Enfin, c'était une grosse émission. Hein. Des variétés. Donc après Michel Sardou, t'as vu des zombies. C'est incroyable. Eh ben voilà. Ben oui. En fait, je sais pas de qui j'ai eu plus peur, mais bon. Oui, ça se trouve, c'était pas si... Non, ça a dû te faire quelque chose. T'avais quel âge? C'était en 83, tu dis, et je suis de 1975, voilà. Donc effectivement, j'avais 7 ans, si je me trompe pas. Non, de Zeus. C'est oui. Et oui, c'est horrible. Et pour moi, ça a été un choc, parce que Michael Jackson, c'était quand même l'événement, même à mon âge, c'était quand même... Ça passait sur les radios, c'était vraiment très très bon, quoi. Et même à 7 ans, j'appréciais ce style de musique-là. À savoir que Michael Jackson, pour moi, une icône, une idole, voilà. J'ai toujours apprécié Michael Jackson. Peut-être pas pour tout ce qu'il a fait, mais pour sa musique, en tout cas, oui. Mais t'as eu peur des zombies à cause de Michael Jackson. Bon, t'as continué à écouter quand même la chanson, non? Même si... Mais t'avais pas les images qui te venaient quand t'écoutais la chanson? Oui. Ah non, la chanson est magistrale, mais le clip... Si, mais la musique est tellement bien. C'est pas... J'avais pas peur... Ouais, c'est vrai que la musique, elle est enjouée. Elle est pas si dark. Ouais, hormis la grosse voix et la porte qui grince derrière... Ouais. Et encore, elle fait un petit peu cartoonesque, c'est un peu dessin animé quand même. C'est ça. Ouais. Alors pour un enfant de 7 ans, c'est compliqué parce que c'était quand même les trucages à l'époque quand même étaient fabuleux. Hein, c'était John Landis, donc on l'a pas dit, qui avait fait le clip. Ah, c'était magnifique. Pour les années 80, ça passait très bien. Maintenant, ça ferait un peu bizarre. Ah, mais même maintenant, le seul truc qui me chiffonne, c'est que je fais partie du syndicat des loups-garous. Et on est très vexé parce que personne n'a été traumatisé par le loup-garou, qui était pourtant la transformation, elle venait du film précédent de John Landis, le loup-garou de Londres. En tout cas, ce qui est terrible, c'est qu'elle est traumatisante cette. Je sais pas si c'est parce que Michael Jackson à ce moment-là, en tant que loup-garou, en fait, il était bien fait, même s'il fait peur, hein, quand il a ses gros yeux jaunes là qui se retournent. Effectivement, c'est effrayant. Cette scène, elle est... Ah oui, mais on n'a retenu que les zombies. On n'a pas retenu les loups-garous. Oui, exactement. Puis on voit les poils pousser et tout, on sent qu'il a mal, comme dans le film. Et dans le film, c'est horrible, tu vois les membres qui se déforment, t'entends le bruit des os. Quand je l'ai vu, moi j'étais terrifié, alors que c'est un film qui est quand même assez comique, quand même, malgré tout, c'est marrant. Ouais, ça fait... Enfin, pour moi, l'horreur fait aussi partie de la comédie, dans un certain sens. Parce que oui, c'est la tradition du grand guignol. C'est ça.
Et moi, je trouve que c'est ce qu'il faut dans les films d'horreur. Alors, effectivement, alors, pour revenir après donc, au clip de Thriller, effectivement, les zombies, même si... c'est surtout la scène où ils sortent tous de terre. Alors, c'est un gros cliché du zombie du film, mais c'est parce que c'est un hommage aussi au vieux film qui était sorti avant, et à tout cet esprit-là. Mais moi, cette scène-là m'avait traumatisé, effectivement, et depuis, en fait, ce clip-là, pendant des années, j'ai absolument pas voulu et pas pu regarder un film de zombies. J'ai pu revoir des films de zombies, en gros vers 17-18 ans, je pense. Mais avant, j'ai eu beaucoup de mal. Et quand je me suis remis dans le film de zombies, il y avait comme une petite crainte derrière. Et maintenant, on vit dans un monde rempli de zombies. C'est quand même incroyable. Maintenant, on est dans ce monde-là. Mais bon, j'ai réussi à dominer ma peur, tu vois. Oh bah heureusement, et puis tu fais partie des survivants du quartier, donc on en est content. On n'aurait plus mal tombé. C'est peut-être grâce à Michael, finalement. En fait, Michael a sauvé plein de gens comme nous, quoi. Parce que, oui, des jeunes comme nous, comme on était jeunes à l'époque, Par contre, ils dansent pas les non. nôtres, Mais ils courent quand même, pour certains. Tu veux vraiment pas de PQ, non, finalement. Bon. Enfin, tu m'en diras des nouvelles. J'ai plutôt faim, ça se mange pas. Ça se mange pas, non. J'ai trouvé d'autres moyens pour pallier à ce problème. Ouais, ça fera partie des tutos. Tu feras un tuto pour l'émission pour tous nos auditeurs. Bon, bah merci d'être passé en tout cas, on aura bien rigolé. Et puis c'était un chouette souvenir à partager. Moi aussi, je l'avais même acheté en laserdisc tellement j'avais adoré le truc. Ah oui, c'était un collector. Ah bah ça. Je l'ai eu en VHS, en laserdisc, parce qu'ils en ont fait une exploitation extraordinaire. Et Bob alors, comment ça va Ah, Bob, bah justement, tiens, on va le tester, là, on l'a dressé, justement faire les courses marauder à notre place, pour éviter les mauvaises rencontres. On va le lancer dès ce soir, sur la supérette, on va voir ce que ça va donner. C'est une excellente idée. Ouais, bah je te dirai. Bah écoute, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé, et puis, si j'étais pas chargé de famille, je serais bienvenu m'installer dans votre bunker. Super, n'hésite pas, t'es toujours le bienvenu. Et ça va être compliqué, mais je repasserai. À bientôt, je me rentre avec ma boîte de schéma. Tu vas voir, vous allez vous régaler. Ciao, ciao. Podcastou, il en est où, Bob? Il a l'air de bien réagir au dressage, hein? Il est rentré dans la supérette? Ouais. Passe-moi les jumelles, voilà. Oh, super. Il ressort avec un panier plein de couches pour bébé. Ouais. Bon, c'est déjà un début. C'est qui, celui-là? Oh non, un pillard. Ouais. Il va laisser Bob tranquille, oui. C'est que des couches. Oh, bah voilà. Bon, Podcastou. Ramène Bob. Faut qu'il se contrôle, hein. Il peut pas manger un auditeur potentiel à chaque fois, sinon... Eh bien, nous allons nous quitter sur ce semi-échec. Un Bob rassasié et des couches pour bébé. C'est pas grave, il y a sûrement quelqu'un à qui ça va servir. Chers zombidotes, nous vous disons à bientôt. Ah, oulala, j'allais oublier, le générique de début et de fin est un morceau composé par le sympathique Jérôme MLK, un bon survivant, enfin un bon vivant quoi. C'est une reprise du thème de Hellraiser. Donc on reste dans l'horreur. Je vous mets le lien vers sa page SoundCloud et son Bandcamp où vous pourrez acheter ses derniers albums. N'hésitez pas à aller fureter dans les mines d'or que sont les podcasts de Chris Yukigami et David Gégère, mes voisins d'Apocalypse, dans la description de l'épisode. On se retrouve bientôt mes chatons, dans 11 Zombie or not zombie. Ciao ciao.
Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.